Je vais tout faire pour vous mettre bien avec la vidéo qui suit. Alors je vous prie, écoutez ces quelques mots en préambule. J'ai un de mes meilleurs amis qui est handicapé et qui va se faire opérer dans 2 jours du dos. Il souffre d'une maladie osseuse très rare, incurable, dégénérative et ce depuis la petite enfance. Depuis cet âge-là, il est immobilisé sur fauteuil roulant, il est en sous-taille, en sous-poids, n'a pas la moindre once de force pour réaliser les plus petites actions du quotidien. En plus d'être en situation de précarité financière, il a connu des malheurs et des pertes dès l'enfance face auxquels chacun d'entre nous, et largement moi y compris, n'aurait peut-être pas, voire sûrement pas dans mon cas, résister même en étant en bonne santé à côté. Je reste minimaliste et peut-être nébuleux dans mes explications car je sais qu'il va écouter ce message et je ne veux pas dégrader son moral et encore moins le peiner, mais je vous en prie, ne sous-estimez pas sa situation et son cumul de malchance dès la naissance. Je lui tire vraiment mon chapeau car il reste fort moralement là où moi, je vous le dis très sincèrement, j'aurais craché mes 2 fous. Il subsiste avec les minimums accordés comme la pension handicapée d'un montant que je trouve extrêmement faible à 900 € par mois, d'aide en surface que peuvent lui accorder les assistantes sociales et personnes du métier qui font ce qu'elles font, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Il ne compte plus les opérations, il en a eu des dizaines et des dizaines, pour tenter d'atténuer son quotidien car c'est tout ce qu'il peut viser. Sa maladie, comme je l'ai dit, ne peut pas être soignée et est vouée naturellement à empirer, tandis que son espérance de vie est incertaine. Alors pour une fois dans sa vie, il a eu l'envie de faire appel aux autres, pour goûter un petit peu au bonheur. Ces petits plaisirs auxquels l'on peut goûter chaque jour, peut-être même des fois sans s'en rendre compte, parfois en étant reconnaissant pour ces derniers, à savoir améliorer sa santé mentale, et réaliser l'un de ses rêves. Je dis rêve, mais il est resté pragmatique car il a pensé à s'occuper à l'hôpital durant la période post-opératoire qui est lourde et cette goutte de bonheur qu'il cherche à apporter dans sa vie serait un PC portable gamer. Faire tourner ses jeux favoris qu'il effleure habituellement du regard en voyant quelqu'un d'autre y jouer sur YouTube à sa place. Alors évidemment qu'une console de jeu serait bien moins chère mais elle ne s'emporte pas à l'hôpital, tandis qu'un PC portable, oui. C'est pour cela, c'est la première fois de sa vie qu'il fait ça, qu'il a lancé une cagnotte pour laquelle je me porte garant du fait que seul mon ami recevra les fonds et que ce sera pour son usage exclusif. Le site est bien connu, sécurisé, GoFundMe qui permet de financer aussi bien des projets pro, caritatifs que personnels. Je sais extrêmement bien à quel point les temps sont durs pour chacun d'entre nous, à quel point la période de fin d'année nous a séchés, et que les appels aux dons pour diverses causes tout aussi importantes les unes que les autres se sont et se multiplient, jusqu'à sûrement vider le porte-monnaie de chacun, et je ne demande à personne de s'endetter pour donner. Si vous ne pouvez pas, ne voulez pas, je le comprends et il le comprend très bien. Cela dit, si vous êtes en mesure de donner et que vous avez envie d'agir pour une bonne œuvre, n'hésitez pas. 1 € symbolique sera déjà le bienvenu, ce sera vraiment la force du nombre, le cumul qui compte comme un Genkidama et qui fera bouger quelque chose. Je m'engage dans cette démarche en tant qu'ami, garantissant que chaque euro versé sera un pas de plus vers le bonheur de mon ami. Le lien de la cagnotte est dans la description, en commentaire épinglé. Merci vraiment à chacun d'entre vous pour votre écoute, même si vous ne donnez rien, merci, et votre solidarité à ceux qui partageront, à ceux qui donneront, et je pense qu'ensemble on peut lui rendre cette période et celle à venir, car au final un PC ça reste dans le temps, plus supportable pour lui. Je pense vraiment, connaissant son parcours, qu'il le mérite. Merci et place à la vidéo. Il y a une semaine tout pile, Toyotarou et son éditeur Victory Uchida nous gratifiaient d'une interview à l'occasion du 100e chapitre de Dragon Ball Super qui nous avait appris quelques trucs intéressants mais qui n'était pas non plus l'interview du siècle, au cours de laquelle on aura pu noter d'ailleurs les mots choisis par ces 2 personnes concernant l'anime Dragon Ball Super. Là où fut une époque il était mentionné comme étant en pause, cette fois-ci il est considéré par ces 2 comme terminé. Aujourd'hui même, ils sont de nouveau réunis pour une nouvelle interview qui donne suite à la précédente avec plus d'informations, plus de détails sur la manière de dessiner et de rédiger Dragon Ball, de l'époque de Toriyama jusqu'à nos jours, avec un léger complément d'informations quant à l'avenir de Dragon Ball Super vis-à-vis de son 101e chapitre, attendu officiellement pour ce 18 janvier 2024. Salut les devins, c'est Saikyo, on va se plonger au cœur de ces informations-là, une interview qui, je vous le dis d'emblée, m'a beaucoup touché, j'ose le dire, non pas qu'elle bouleverse des émotions très personnelles, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens
où j'ai eu l'impression que ce bonhomme grimé avec cette perruque jaune et ce Toyotaru qui a un avatar à la place de visage ont fait en quelque sorte tomber les masques ici, ont été beaucoup plus humains. Le business y était présent mais nettement moins, on a eu des fans. J'ai eu l'impression de les voir retomber en enfance avec le niveau de technicité qu'ils ont actuellement malgré tout dans leur métier respectif. Les voir théoriser sur la manière de construire son œuvre de la part d'Akira Toriyama à l'époque, avec le regard littéralement ébloui, et non pas d'avoir deux êtres robotiques qui nous répètent en boucle le fait que Dragon Ball Super serait miraculeux, d'acheter le prochain tome, que le 100e chapitre était parfait et que le prochain sera encore plus excitant. Non, cette fois-ci on n'a pas eu droit à ça, mais à une interview qui avait beaucoup plus de cœur, et en tant que pur fan de Dragon Ball, ça m'a beaucoup touché et j'espère qu'il en sera de même pour vous. L'interview complète se trouve créditée en description, n'oubliez pas d'activer les sous-titres en français et je vais vous présenter ce qui pour moi correspond aux éléments majeurs plus importants, ceux qui m'ont vraiment touché là-dedans, et quand même ils sont nombreux. Tout d'abord, même si je m'efforce de clarifier cela au gré des vidéos sur ma chaîne YouTube, nous en apprenons de nouveau plus sur la manière dont Dragon Ball Super est créé. Mais là où les fois précédentes on en savait plus sur comment un arc est créé, comment les arcs sont pensés, on avait cette fameuse liste d'idées etc. qui est conçue entre Akira Toriyama, Victory Uchida et Toyotaru, ici on va rentrer dans la conception d'un chapitre. Donc ce n'est plus les mêmes personnes qui travaillent au même moment de la même manière que pour la conception d'arc et c'est super intéressant. Toyotaru dit que tout cela commence par une réunion, durant laquelle il présente ses idées, et s'il obtient le feu vert à cela, alors il commence le storyboard. D'emblée, on ressent que Toyotaru écrit réellement. De nouveau, c'est confirmé. Si quelqu'un prétend le contraire, vous avez le screen affiché à l'écran et le lien sourcé en description. Une fois les storyboards réalisés, Toyotaru s'adresse à son éditeur Uchida ici présent, dit jeter un œil, voir s'il y a des retours. Ils lui font quelques demandes de modification et là alors il les exécute. On ressent aussi cette dualité. Chez Toyotaru, le fessier entre deux chaises, entre créateur, mangaka pur et également pur exécutant, aux ordres de son éditeur la Shueisha. Une main libre et une main liée dans le dos, c'est un peu spécial. Puis ici cela convient, cette version est montrée directement par Toyotaru à Akira Toriyama. Ayant obtenu sa validation et ou pourquoi pas des demandes de modification ou de correction de la part de Toriyama, comme cela a été implémenté dans les différents tomes, y compris en France, on peut voir des Jiren ou autres redessiné par ce dernier, Toyotaru se met à dessiner les brouillons, ceux que l'on voit révéler chaque mois que je vous présente sur la chaîne. Il y a des fois où le brouillon, nous dit-il, est exactement la même chose que le storyboard, ou alors parfois on en arrive à des némus, donc des brouillons qui sont plus soignés et plus ordonnés. C'est alors qu'il se met à écrire dessus. Pour rentrer dans plus de détails, Toyotaru nous révélera que son style de dessin est hybride en matière de matériel et de procédés. Là où Akira Toriyama à l'époque, la grande époque de Dragon Ball, dessinait tout à la main et tout était scanné, Toyotaru préfère emprunter, selon lui, le meilleur des deux mondes. Et donc, il commence par travailler à l'encre, à la main. Il préfère la sensation de dessiner physiquement sur du papier. Et donc, les 45 pages de chaque chapitre sont numérisées ensuite, scannées à l'ancienne, du papier vers l'ordinateur. Il ne dessine pas directement sur tablette graphique. Il préfère les sensations et ce procédé-là. C'est ensuite que tout le reste sera réalisé via ordinateur, s'il y a des colos ou autres à faire par exemple. C'est le procédé vers lequel il a filé droit naturellement, mais il se demande, nous dit-il, s'il devrait tout faire à l'ancienne comme Toriyama, ou peut-être évoluer avec son air et tout faire à l'ordinateur. Arrive ensuite un sujet extrêmement important que je n'ai même pas mentionné en introduction. Toyotaru, assisté de son éditeur, vont se mettre à parler avec une franchise pure qui m'a même étonné, des tares, des défauts, et il n'y a pas de mal à en avoir, nous en avons tous, bien heureusement pour chacun d'entre nous contrebalancés par de belles qualités. En tout cas, il va nous parler de son problème vis-à-vis de la mise en page, vis-à-vis des cases, de l'enchaînement de celles-ci, du volume de celles-ci, et de la disposition de ces dernières. À de nombreuses reprises sur ma chaîne YouTube, vous m'avez entendu dire que il y avait beaucoup de défauts de Dragon Ball Super qui, à mon sens, relevaient de la mauvaise foi, mais que par contre, de manière très subjective, je trouvais souvent que la mise en page manquait de saveur chez Toyotaru et que passer du Akira Toriyama chez qui c'est sûrement le point fort parmi les points forts, à Toyotaru chez qui ça patine et ça mouline avec une multitude de cases qui s'enchaînent, pas forcément toujours agréables, ou bien répétitives l'une de l'autre, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, même si j'apprécie le style visuel de Toyotaru. Eh bien le thème est directement abordé. Toyotaru va être interrogé sur comment rendre un manga agréable et lisible, et va dériver sur le fait qu'il a du mal en fait à faire ça, et qu'il a du mal à être dans la veine de ce que Toriyama lui-même faisait. Il envisage une composition globale de ses pages, il essaie d'utiliser et de varier ces dernières, les compositions, de ne pas avoir toujours la même chose, il évite, selon lui, de surcharger les cases de discours trop longs, trop pompeux ou trop réunis ensemble, et d'avoir un équilibre. Il essaye de plus en plus d'agrandir
les cases qui sont liées à des mouvements ou des actions, comme on a pu le voir face à Cell. Vous me direz, c'est plus facile vu que le film était là, et si vous avez une historique de mes vidéos en tête, je vous en remercie. Vous vous rappellerez aussi que, au fil des chapitres, notamment Arc Granola, je dénotais petit à petit, voire même fin de l'arc Moro avec les transformations qui prenaient une page entière, je dénotais justement une amélioration substantielle mais perceptible vis-à-vis des travaux de Toyotarou sur l'aménagement de ces pages. Concrètement, on mouline de moins en moins et plus de simplicité, même si dans Super Héros je trouve qu'il surdécoupe pas mal, mais bon. Il nous dit qu'il y a beaucoup de choses à considérer et que si les cases font la même taille, ça devient monotone. Et Toyotarou n'y va pas avec le dos de la cuillère car il nous confirmera que Akira Toriyama lui-même lui fait des retours et des commentaires à ce sujet, et de ce qu'il en comprend, de ce qu'il en ressent, Toyotarou a l'impression qu'aux yeux d'Akira Toriyama, il arrive assez souvent qu'elle soit fade. Quelque part, cela évidemment me rassure, je n'ai été pas fou en faisant ces constats-là, si Akira Toriyama le dit, le sujet ne peut plus être contredit. Il a un niveau d'expertise et de technicité sur ce plan-là qui est inégalé et peut-être inégalable, et s'il trouve la mise en page de Toyotarou fade, c'est bel et bien le cas, alors qu'il n'hésite pas à le féliciter lorsqu'il apprécie d'autres pans de ses travaux. Et je me demande alors pourquoi, peut-être la prise de retrait, le fait qu'il ait l'âge d'un retraité, mais pourquoi est-ce que Toriyama ne s'implique pas plus ? Non pas pour prendre ces choses-là en main, mais pour former en quelque sorte. Ce Toyotarou m'apparaît comme un jeune homme méritant et qui donne tout pour y arriver, et je me dis que s'il avait une figure qui pouvait l'encadrer de manière plus proche et de manière plus forte, ça donnerait de bien meilleurs résultats, beaucoup plus proches du Dragon Ball originel dans cette matière-là, parce que sincèrement, si l'on met de côté la qualité du scénario ou autre, au niveau du plaisir de la lecture générale, avec son style visuel, avec sa technicité qui n'est pas à dénigrer, si l'on rajoutait à Toyotarou une meilleure gestion de l'aménagement de ses cases et de ses pages en général, ça serait du très très haut niveau dans le mimétisme de Dragon Ball, avec certes une sauce modernisée et tout ce qu'on veut, mais je trouve que par rapport à tout ce que l'on connaît, ça serait vraiment pas mal. Il articulera ses propos, Toyotarou, en nous disant également l'importance de garder une bonne perspective dans les combats, un bon positionnement des personnages, c'est-à-dire de ne pas avoir une première case dans laquelle Goku est à droite, puis ensuite il est à gauche, il repasse à droite. Au final, on a besoin d'avoir une opposition, et même si le combat va à toute vitesse, l'œil a besoin de savoir où est l'allié, on va dire, et où est l'adversaire. Et si ça change à chaque fois, à chaque case, franchement c'est relou. Donc il essaye de garder cette forme de continuité dans un combat, pour que l'on puisse le lire avec beaucoup de facilité. Également, il nous dira que Dragon Ball est le manuel ultime de technique à ses yeux, qu'il ne doit pas oublier que la plupart des combats se basent sur du corps à corps surpuissant, mais que Dragon Ball est aussi, je cite, l'un des mangas qui se compose de pouvoirs spéciaux. Et on l'a vu avec Babidi, avec Guldo, avec Hit et je ne sais qui. Mais Toyotarou dit également que ce n'est pas forcément le cœur du manga d'avoir des pouvoirs, des à côté. Donc il essaie de l'implémenter comme il peut parce qu'il trouve ça cool, il trouve ça fun, il trouve que ça apporte un bol d'air frais à l'œuvre. Comme on l'a vu, le dit-il, avec Gas, ces magies qui faisaient apparaître diverses armes. Je pourrais rebondir en parlant quand même du méchant par excellence sur ce plan-là, Moro. Si vous regardez bien, on se rend compte que Moro a rejoint les propos de Toyotarou. Il nous était présenté comme un magicien ultime, et sa magie on l'a très très peu vue. Et j'avais d'ailleurs reproché le fait qu'il l'utilisait beaucoup quand il était vieux, quand il manquait de force physique et autres, et dès qu'il est venu jouer dans la cour de Goku et Vegeta, il a totalement délaissé ce qui faisait sa force auparavant, ses pouvoirs spéciaux. C'est juste mon interprétation, un moyen assez maladroit de la part de Toyotarou de rééquilibrer un petit peu tout cela et de ne pas nous surcharger d'un personnage qui soit magicien de A à Z, et pourtant c'est ce que l'on a déploré. Comme quoi Dragon Ball devrait de temps en temps, Dragon Ball Super, prendre plus de largeur, tenter de sortir quelque peu du cadre sans le dénaturer. Au final, les magiciens, les démons, les trucs comme ça, c'est quand même connu à l'intérieur du lore de Dragon Ball, il y en a quasiment toujours eu depuis le début. Il se pourrait que le dieu dragon Zarama soit une sorte de magicien ultime à la base des Namek, créateur de Super Shenron. Je ne dis pas que Dragon Ball doit devenir Fairy Tail, et j'aime beaucoup Fairy Tail, mais pourrait réellement se nourrir de bonnes idées. Du côté des attaques spéciales, Toyotarou nous dit qu'il essaye, mais ça reste malgré tout relativement difficile, et très souvent les combats sont très physiques, comme peut l'être un Gohan Beast face à Cell Max, ou même Orange Piccolo face à ce même Cell. Il nous parlera également du fanservice dans une certaine mesure et comment s'appuyer sur les travaux d'Akira Toriyama. Il nous fait comprendre dans l'interview qu'il ne veut pas l'envoyer en pleine figure de tout le monde comme ça, et même si c'est très voyant, il va plutôt le faire de manière subtile. Au lieu de recopier totalement une situation, il va profiter d'une situation nouvelle, par exemple un sparring Goku-Vegeta dans la salle de l'esprit du temps, au cours de laquelle ils vont tout d'un coup prendre la même position que lors de leur première confrontation.
tout le monde le remarque, mais ça n'est pas non plus crié haut et fort, ils ne vont pas dans la même montagne qu'à l'époque pour s'entraîner, ils ne restent pas en forme de base particulièrement, ils n'ont pas exactement les mêmes habits, mais la référence est évidente, c'est comme cela que Toyotarou préfère procéder, et il dit que le film super-héros est pour lui un exemple de cette situation-là, qu'il a réadapté en manga, avec la repompe, si vous me permettez le terme, de la posture de Gohan SJ2, qu'il a réadapté en Gohan Beast. C'est alors que l'interview, qui était déjà plutôt intéressante sur le plan technique, va prendre une tournure qui ne m'a pas choqué, mais qui m'a quand même interloqué dans le bon sens du terme. Ce côté fan, ce cœur qui est apparu chez ces deux hommes tout d'un coup au sein de cette vidéo, lorsqu'ils se mettent à parler des travaux d'Akira Toriyama en son temps, en commençant par le fait qu'à l'époque de la transformation de Gohan SJ2 face à Cell, la mise en page et le timing des cases choisies par Akira Toriyama était juste fabuleux. Et ces deux hommes vont mettre en lumière un paradoxe qui forme une force chez Akira Toriyama, c'est que si l'on reprend pas mal de combats et de transformations dans le manga et non dans l'anime, des BZ ou autres, on se rend compte que finalement les transformations ne durent pas si longtemps. Goku SJ1, 3 ou bien encore Gohan SJ2, ça arrive assez vite dans l'enchaînement des cases. Mais lorsque l'on était lecteur plus jeune par exemple, le souvenir que l'on en garde, c'est d'un personnage qui fait sortir cette force de très loin, très enfouie en lui, et que cela prend du temps. Alors qu'en termes de cases, on pourrait peut-être les compter sur le doigt de la main que la transformation est déjà là. Et Uchida, l'éditeur, était pas mal fondé sur son souvenir du fait qu'il y avait quand même quelques cases intermédiaires de la part d'Akira Toriyama, et Toyotarou lui dira mais non, pas tant que ça. Si tu regardes bien les transformations en Gohan SJ2, c'est très direct. Il y a un déclic dans la tête de Gohan, il power up et bam, d'un coup t'as la pleine page avec Gohan. Goku SJ, sur une même page, on le retrouve en train de faire lâcher prise à sa propre haine envers Freezer. Une sorte de déclic a lieu, Gohan et Freezer y réagissent et Goku est déjà blond, avec la pleine page derrière qui nous montre ce nouveau Goku pour la première fois. C'est ce qu'ils mettent en avant durant cette interview-là, et Uchida nous dira c'est vrai, c'est comme si notre cerveau ajoutait des détails supplémentaires ou quelque chose comme ça. Évidemment, je nuancerai avec le fait qu'ensuite on a eu la dose animée, qui peut refaçonner les souvenirs. Si vous avez été lecteur en premier lieu du manga tout comme moi, après vous avez, je pense, forcément regardé l'anime et peut-être que les deux se sont un petit peu mélangés et que ça forme un souvenir global. L'impact puissant d'Akira Toriyama en manga et l'anime qui tirait nettement plus en longueur mais avec brio. Le Goku SJ par exemple est beaucoup plus long en anime. Le Gohan SJ2, il y a carrément une chanson complète. Et Toyotarou nous dira qu'il a une forme de sensibilité aux cases intermédiaires qui apportent des moments de pause au final dans la lecture et qu'il pense qu'il les utilise trop. J'apprécie vraiment cette franchise de sa part et il espère que les gens pourront lui pardonner ça. Et en attendant qu'il s'améliore, il nous demande d'appeler ça la version entre guillemets moderne. C'est alors que ces deux hommes vont continuer de s'émerveiller devant les travaux de Toriyama, notamment la première transformation de Goku en Ozaru dans le palais de Pilaf, le sens des priorités qu'il donne dans la lisibilité d'une case et l'impact que cela génère. Tout cela est mis en avant, alors que Toyotarou, lui, continue de faire remonter ses défauts et dit qu'il pourrait avoir tendance et qu'il travaille sur le fait de ne pas faire du tartinage pour tartiner une page, quoi. Et arrêter de faire du remplissage un petit peu gratos. Et qu'il essaie d'avoir un impact naturel lorsqu'il le fait et que son espèce de surdécoupage lui permettrait d'obtenir cela. Là, j'extrapole, mais il a besoin d'avoir ce côté un petit peu filmique, comme j'aime bien le dire, d'avoir une sorte de caméra espion au sein des combats et de pouvoir donc décrypter et découper chaque mouvement. Cela lui permet d'avoir un enchaînement plutôt logique et naturel, alors que Toriyama nous surprenait par l'explosivité de ses combats, tout en préservant la logique à ces derniers. Il ne nous manquait rien, et pourtant il y en avait beaucoup moins que dans ceux de Toyotarou. Et Uchida va rebondir en disant « Tu te rappelles, c'est cool ces moments où tu tournes une page et que celle-ci est directement allouée à une transformation. Comme notamment, diront-ils, la transformation en SJ3. À peine voyait-on ses cheveux pousser, au lieu d'avoir plusieurs cases, peut-être que Toyotarou ferait ça, dans lesquelles on verrait ses cheveux pousser littéralement. Non, on va avoir une pleine page soudaine dans laquelle Goku SJ3 est là, il est majestueux, les éclairs et la forme est pleinement accomplie. Ils transiteront ensuite sur une analyse, mais encore avec ce côté cœur et fan, du combat de Goku SJ face à Freezer sur Namek, et mettant en avant le fait que c'est très beau visuellement, mais malgré tout, très minimaliste. Le décor est quasi absent, mais on comprend très bien dans quel lieu nous sommes, et surtout ça permet de conserver la lisibilité du combat, tout en minimisant le nombre d'efforts pour le mangaka. Du coup, Toyotarou nous dit « Je pense qu'il crée ces arrière-plans de terrain vague pour qu'il soit plus facile de suivre les batailles, et que s'il y avait des paysages ou des villes entières détaillées au millimètre près, ce serait plus difficile. Notre œil serait attiré par ces dernières, certes très jolies, mais le combat en passerait presque au second plan. » Nouvel exemple, encore avec Goku Super Saiyan, Freezer, et cette fois-ci Gohan et Piccolo, Uchida nous dira « Regarde cette composition de cases, tous les personnages sont présents,
mais ce n'est pas encombré. La lisibilité est parfaite et l'on sait qui parle à quel moment. Et Toyotaro va revenir sur une anecdote d'interview d'Akira Toriyama, je pense que vous la connaissez tous, comme quoi si le Super Saiyan est arrivé dans l'œuvre, c'était selon Akira Toriyama lui-même pour rendre plus facile le travail global, notamment pour ses assistants et quelque peu pour lui-même. Sauf que Toyotaro a une théorie extrêmement intéressante. Il nous fera remarquer que, au final, le noir des cheveux de Goku a disparu. Il est devenu blond, donc en manga c'est blanc. Et dans ce sens-là, oui, ça fait moins de travail. Il n'y a rien à faire à l'intérieur des traits, quoi. Mais par contre, il y a eu un gros changement dans Goku. C'est qu'il n'a plus son vêtement complet. Au fil du combat, donc c'est un enchaînement naturel pour le lecteur, les habits se désagrègent, sauf que ça laisse place à ce qu'il y a sous les vêtements de Goku de base, et en manga ça devient tout noir. Donc au final, ça n'est pas très logique. Toriyama disait vouloir enlever du noir pour faciliter la tâche, il en a enlevé sur la partie supérieure de l'écran et en a rajouté au milieu. Et bien selon Toyotaro, c'était en fait pour garder une quantité de remplissage de couleur noire constante d'une page à l'autre, pour avoir un équilibre parfait. Enfin bon, dira-t-il en rigolant, c'est peut-être juste parce que les cheveux noirs sont ennuyeux à faire comme il l'a dit. Mais pour persévérer concernant le génie de Toriyama en son temps, on verra encore du combat Goku SAJ face à Freezer, et 2 cases suffisent pour que Goku se déplace de centaines de mètres ou kilomètres, allez savoir, jusqu'à Freezer qui venait de tendre son doigt pour réaliser une attaque et le prendre de vitesse. La taille des cases est parfaitement choisie, celle qui est plus allongée pour nous donner une perspective de distance et celle qui est plus large pour avoir une meilleure vision sur le choc de Freezer, mais aussi et surtout sur la posture de Son Goku, qui en vérité, même en Super Saiyan, n'est pas extrêmement massif, mais avec ce dos et ses muscles bien dessinés et cette largeur de case, en impose énormément. Il transpire la puissance quand même. Autre savoir-faire de Toriyama, ce Freezer qui est en plein mouvement de retournement, d'un coup est retourné avec une case plus grosse, un dézoom qui nous montre son adversaire et l'attaque de Ki qui est lancée. Et on ne voit même plus le décor en arrière-plan, il faut se focaliser sur ces 3 personnages. Puis ensuite, la mise en scène se détache à l'extérieur du point de vue de Gohan, nous montrant à quel point l'impact du combat est fort et large sur la planète, se recentrant sur les nouveaux assauts de Freezer. Alors est-ce que tout cela a été planifié? Est-ce que c'est du génie pur? Est-ce que c'est de l'improvisation? Ils ont du mal à tabler sur ça entre Uchida et Toyotaro. Ils pensent que Toriyama a fait ça de manière tout à fait naturelle, qu'il y avait 15 à 20 pages à rendre chaque semaine, contrairement à 45 par mois pour Toyotaro. Il était donc beaucoup plus dans le rush, que Toriyama envoyait sûrement ces pages telles quelles, et il est vrai que nous avons des interviews attestant du fait qu'il y a principalement 2 auteurs de manga qui l'ont fait, de ne pas être trop contrôlés par l'éditeur et d'envoyer telles quelles. Il y en a d'autres, mais principalement ces 2-là. Eiichiro Oda, One Piece et Dragon Ball, Akira Toriyama. Et donc, Toyotaro suggère le fait qu'Akira Toriyama lisait ce qu'il avait dessiné, se disait bon, ça a l'air facile à lire, c'est bon, je l'envoie. Je n'ai rien d'autre à rajouter ou à refaire. Il tenait son rythme de la quinzaine de pages par semaine et puis voilà. Et ça a donné une masterclass, littéralement. C'est au moment où j'aurais aimé que cela continue plus, que ces 2 bonhommes vont mettre le holà à l'interview, qui nous en aura malgré tout appris pas mal, je trouve, pour clôturer sur l'avenir de Dragon Ball Super en quelques mots seulement. Au cours de la même phrase, écoutez bien, vous allez voir que les mots ont une importance. Toyotaro nous dira « J'ai maintenant dessiné 100 chapitres de Dragon Ball Super et je pense que Dragon Ball continuera dans le futur. » Alors au-delà du « je pense » qui suggère une hypothèse plutôt qu'une affirmation, mettons-le de côté, je trouve intéressant de dire dans la même phrase « J'ai dessiné 100 chapitres de Dragon Ball en prenant le soin d'ajouter le super derrière et de poursuivre et je pense que Dragon Ball continuera dans le futur. » Pourquoi n'a-t-il pas dit Dragon Ball Super? Alors nous savons d'ores et déjà, et c'est redit ici, qu'il y aura un 101e chapitre le mois prochain. Nous savons selon ces 2 gars que d'après eux, et ça les engage qu'à eux, l'anime Dragon Ball Super est terminé. Mais a priori, en manga, ça continue, alors pourquoi ne pas dire que Dragon Ball Super continuera dans le futur? Je trouve que ça fait pas mal d'écho aux certaines sorties d'Akio Yoku tout récemment qui nous faisaient comprendre que le modèle classique du manga et de l'anime c'est plus forcément pareil. Vous avez les 2 vidéos qui vous attendent sur la chaîne, énorme sujet, vraiment ne les ratez pas, et qui sous-entendait qu'à demi-mot le fait qu'au final avoir un manga qui fait Moro Granola et ensuite l'adapter en animé, c'était pas une formule qui pouvait marcher, qui pouvait tenir sur la durée surtout, que la longévité n'existait pas, que ça créait trop de creux ou de fillers ou d'arrêts etc. de pause, et qu'il voulait un autre système. On a Dragon Ball Daima qui arrive, on voit que Dragon Ball Super, le terme super s'efface de plus en plus, divers goodies, produits dérivés et consorts. La question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que le manga va persévérer en tant que super et en sera la dernière itération, ou bien va-t-il céder à cette nouvelle tendance et changer de nom? J'avais déjà pris l'exemple de Boruto et Boruto to Blue Vortex, c'est tout à fait possible. Est-ce que les prochains mangas Dragon Ball Super ou autres pourrait être Dragon Ball quelque chose d'autre avec un autre sous-titre? Toujours Toyotaro, Uchida et Toriyama, mais changer de sérialisation, changer de mode de diffusion. Je pense que beaucoup de choses peuvent changer
et ces termes-là ne me paraissent pas anodins. Cela dit, pour conclure, j'ai l'impression qu'il recadre sur Dragon Ball Super parce qu'il nous dit « merci beaucoup » et attendez avec impatience la suite de l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroulera. Une fois de plus, c'est sujet à interprétation. On est encore une fois très positif sur le fait qu'il y aura une suite, mais je pense que la question n'est plus là, savoir s'il y aura suite ou pas, mais de savoir plutôt sous quelle forme et par quels moyens. Cela, je vous laisse y répondre en zone commentaire. N'hésitez pas à m'apporter, à me nourrir d'idées, car je compte bien planifier une vidéo là-dessus, et j'aimerais bien la construire avec vous. Je serai donc là pour vous lire tous, sans aucune exception, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Vous avez le lien des 2 grosses vidéos sur le producteur exécutif de Dragon Ball en description. Franchement, si vous avez aimé cette vidéo du jour sur Toyotaru, celle sur ce gars-là ne peut que vous intéresser. C'est une typologie relativement similaire, sauf que l'on se place du point de vue d'un producteur qui prend les rênes concernant les formats d'animation, séries, films et jeux vidéo y compris Dragon Ball sur les 10 prochaines années. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.